Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Voici donc l'épisode numéro 4 de notre série Trouver l'amour à Paris. Et dans cet épisode, on va parler notamment de plusieurs choses, notamment le point de grammaire, ce sera le passé composé et l'imparfait. Ensuite, nous allons parler bien sûr dans cet épisode des adverbes de fréquence pour parler de son habitude, mais aussi parler des choses que l'on fait un petit peu moins souvent. On va parler également des locutions adverbiales, voilà, il faut que je prononce bien. Et nous allons parler aussi de vocabulaire, et notamment nous allons réviser notamment le vocabulaire des sentiments, puisque vous savez que lorsqu'on voit quelque chose, il faut toujours répéter. C'est la base de la psychologie. Je vous invite, si ce n'est pas le cas, à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications afin d'être au courant lorsqu'il y a des nouvelles publications. Et j'en profite également pour vous parler de notre site internet frenchdiscoveries.fr sur lequel il y a maintenant un nouveau produit qui s'appelle donc une newsletter payante, et avec cette newsletter payante vous pouvez avoir accès à la version PDF de tous les épisodes de Trouver l'amour à Paris. Donc je vous renvoie, voici le lien, et à vous d'aller regarder tous les avantages également que vous pouvez avoir. En plus le prix est complètement dérisoire, donc voilà, allez jeter un petit coup d'œil. Alors, que dire de plus par rapport à cet épisode? Donc on a découvert un petit peu les relations entre les différents personnages, et on va notamment donc maintenant avancer, puisque Giulietta se rapproche de son objectif de venir travailler à Paris. Et je vous demanderai dans cet épisode de faire très attention à l'alternance entre le passé composé et l'imparfait, puisqu'ici vous allez avoir de manière pragmatique l'usage de ces temps. Et sur notre site d'ailleurs nous aurons une fiche grammaire sur la valeur des temps. Quand on apprend le français, c'est jamais évident de savoir quand on doit utiliser le passé composé, quand on doit utiliser l'imparfait, quand on doit utiliser également d'autres temps. Donc là, on commence à introduire cette notion pour vous aider. Pour les personnes qui sont juste intéressées par la grammaire, vous avez les chapitres qui vous permettent d'accéder directement à la partie grammaire. Pour les gens qui veulent juste connaître l'histoire, vous pouvez aller directement sur les chapitres pour l'histoire. Et puis pour ceux qui veulent faire les exercices, je voulais juste vous dire, mettez sur pause, parce que si vous voyez les corriger tout de suite, c'est pas très drôle. Le but c'est aussi de réfléchir, donc vous mettez sur pause, vous essayez de faire l'exercice et après vous voyez le corriger. Bon, et puis si vous n'avez pas envie d'attendre parce que vous êtes impatient, vous faites bien comme vous voulez. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je voulais vous remercier beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup pour les messages positifs que vous m'avez envoyés. J'espère que cette série vous plaira. Donc je rappelle, il y a 16 épisodes. On est au 4e, donc là on est à un tiers déjà. Et donc on va continuer pour balayer le programme à 2. Bien sûr, après on va progresser, mais on a encore 12 épisodes pour consolider notre programme. Voilà la présentation de cet épisode numéro 4. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. Que trouvez-vous dans cet abonnement? Eh bien tout simplement tous les épisodes de l'amour à Paris, ainsi que des fiches de grammaire et de vocabulaire. Il y a également un guide sur les expressions françaises, puisque sur Instagram vous me connaissez, lorsque j'explique les significations des expressions idiomatiques, eh bien sachez qu'il va y avoir un guide dans la semaine qui va être proposé pour les abonnés, et il y aura également d'autres surprises, notamment pour les premiers inscrits. Il y a accès à une formation gratuite. Allez sur le site pour en savoir plus.
Et nous voici partis pour cet épisode numéro 4 de l'amour à Paris. Merci de nous suivre. Donc, trouvez l'amour à Paris. J'espère que ce sera votre cas, que vous le trouverez. En tout cas, nous allons continuer notre apprentissage du français avec pour objectif de consolider le niveau A2. Pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route, donc on va faire une rapide présentation des personnages, donc Giulietta, et on va essayer de faire une présentation qui soit utile. Donc Giulietta est donc le personnage principal de cette histoire, et vous voyez que sur cette image, elle est devant le Colisée. On peut dire également le Colisée est en arrière-plan. Donc voici un petit peu de vocabulaire. Giulietta, c'est le premier sujet que l'on voit sur cette image. Donc Giulietta est au premier plan et le Colisée est au second plan. Alors c'est un petit peu de vocabulaire compliqué. N'oubliez pas que sur notre site internet French Discoveries, nous allons publier pour les abonnés un fichier nouveaux mots dans lequel je remettrai ce genre de vocabulaire. Alors que serait une histoire d'amour sans personnage alternatif? Et donc ici c'est un garçon qui s'appelle Arthur, et vous voyez encore une fois Arthur est au premier plan de cette image, donc nous le voyons avec un arrière-plan. Alors cet arrière-plan, on dirait que c'est un immeuble et il y a un petit peu de poussière. Alors est-ce que Arthur serait sur un chantier de démolition d'une tour? Je ne sais pas. C'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit oui, qu'est-ce qu'il y a derrière lui? En tout cas, il y a du flou. Vous voyez, l'arrière-plan est flou. Donc c'est quelque chose, en anglais vous dites blur. Ok? Donc voilà, déjà pour décrire une photographie, ça c'est un petit peu plus avancé. On a déjà parlé avec Giulietta, mais je continue avec Arthur. Arthur est au premier plan. Il y a une sorte de bâtiment à l'arrière-plan et l'arrière-plan est flou. Guettez bien donc sur French Discoveries lorsqu'on va parler des adjectifs et de comment décrire une image pour ceux que cela intéresse. Alors ici, notre présentation des personnages que j'ai appelé personnage 1, qui sont donc les personnages qui gravitent dans l'entourage de Giulietta. Regardez sur l'image, Giulietta est au centre de l'image et autour d'elle, il y a les personnes importantes pour elle. Donc, on va dire les personnages qui gravitent dans l'entourage de Giulietta, les personnages qui sont autour de Giulietta, donc Eugenio, son père, Lucia, sa mère, Patrice, son ami, enfin son ami futur, qui va être son futur colocataire, et Paloma, sa meilleure amie. Vous remarquerez par rapport au possessif, j'ai bien dit, bien que Giulietta soit une fille, son père, parce que le mot père est masculin. En français, ce qui compte, ce n'est pas le genre du possesseur, mais le genre du nom. Donc on dit sa mère et son père. On va voir que pour Arthur, cette règle s'applique également. Voici l'entourage d'Arthur, donc les personnes qui gravitent autour d'Arthur. Thomas, son meilleur ami. François, son oncle. Idir, son collègue. Louis, son frère. Mais je dis bien Marie-France, sa mère. Carla, l'ex-copine d'Arthur. Là, par contre, je dis son ex, son ancienne petite amie. Ici, on pourrait dire sa copine s'ils étaient en couple, ou sa fiancée précédente, puisqu'on se doute bien que Arthur va avoir une autre petite amie. Le mot mère est féminin, donc même si Arthur est un homme, on dit sa mère. J'insiste sur cette règle des pronoms possessifs pour les personnes qui sont anglophones. Comme je le dis toujours, ce qui existe en anglais n'existe pas en français. C'est une petite gymnastique intellectuelle et donc vous devez apprendre le genre des mots à chaque fois que vous apprenez du vocabulaire. Sinon, vous allez être coincé pour les pronoms possessifs, mais aussi pour les adjectifs. Collègue, c'est un mot masculin. Oncle, c'est un nom masculin. Si on parlait de Françoise, la tante d'Arthur, imaginez que François soit marié avec une femme, on dirait sa
tante, parce que le mot tante est féminin. Alors pour Carla, Carla est son ex, et ex est au masculin, donc c'est pour ça que je dis son ex. Voilà, on l'utilise aussi bien pour garçon que pour fille, et il est considéré comme étant au masculin. Pour son frère, donc si Arthur avait une sœur, qu'elle s'appelait Louise, on dirait sa sœur. Et vous voyez aussi que c'est important de ne pas prononcer du coup la dernière consonne. On dit bien Louis et non pas Louis, parce que aussi on pourrait confondre avec Louise au féminin. Or Louis, vous voyez l'image, est un garçon. Donc frère est un nom masculin, donc on dit son frère. Et si c'était Giulietta qui était au centre de cette image et que Louis était son frère, je dirais aussi son frère, même si je parle de Giulietta. Donc essayez lorsque vous apprenez d'oublier votre langue natale et d'apprendre les règles de la nouvelle langue que vous apprenez, que vous voulez apprendre, de votre langue cible. Voici donc à présent un petit résumé des chapitres précédents. Donc je représente les personnages que nous avons rencontrés dans les trois épisodes précédents. Giulietta, une jeune étudiante romaine, elle est sélectionnée pour un stage chez la styliste Léa Delabaume. Arthur, un jeune banquier français et parisien. Paloma, qui est donc DJ à Paris et meilleure amie de Giulietta, elle est italienne. Fabrice, un ami donc de Paloma, qui est un habitué où elle travaille, il est belge mais habite à Paris. Idir, le collègue banquier d'Arthur, il vit avec Carla, l'ex de celui-ci, il est franco-algérien. Carla, une jeune femme danoise, l'ancienne petite amie d'Arthur et la nouvelle compagne d'Idir. François, l'oncle d'Arthur. Lucia et Eugenio, les parents de Giulietta, ils sont italiens, ils vivent à Rome. Arthur a évoqué sa mère, veuve Marie-France. Ça, c'est pour les personnes qui découvrent la série, ça vous permet de savoir un petit peu les relations entre les personnages. Et pour les autres, je profite pour faire une révision. Ils vivent à Rome. Vous voyez, il y a la marque de la conjugaison plurielle au présent. Et je ne dis pas « ils vivant à Rome », même si la combinaison ENT crée le son « en ». Lorsque c'est un verbe qui est conjugué, on dit « ils vivent à Rome ». La marque du pluriel est muette. Je profite également de faire une petite révision chez la styliste Léa Delabaume. Donc en fait, lorsque on va dans un lieu qui est dirigé par une personne, on va donc utiliser chez. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs je vais chez le médecin et on ne dit pas je vais au médecin. C'est une faute qui est très fréquemment faite. Donc retenez bien, je vais chez le médecin, je vais chez la styliste, je vais chez le coiffeur, je vais chez l'esthéticienne, je vais chez le boulanger, je vais chez le boucher. Après, vous pouvez plutôt dire je vais à la boulangerie, je vais à la boucherie. Les noms de lieux qui sont donc féminins, vous utilisez la préposition à la, donc je vais à la boulangerie, je vais à la charcuterie, je vais à la boucherie, et vous utiliserez au pour les lieux qui sont masculins, je vais au supermarché, je vais au travail. En revanche, quand vous allez chez quelqu'un, je vais chez mes amis, je vais chez Léa Delabaume, et par exemple, si vous êtes à la maison, je suis chez moi. Et ensuite, si vous allez chez quelqu'un, vous dites on va chez toi. À présent, voici un résumé des épisodes précédents que j'aime beaucoup parce qu'il présente en fait les différents temps, puisque notre sujet c'est aussi d'introduire la valeur des temps. Donc, Arthur et Carla ont prévu de se voir pour partager un déjeuner en tête-à-tête. Sur le chemin du restaurant, Carla flirte par message avec Arthur, qui est son ex et le collègue de son compagnon actuel Idir. Arthur s'amuse avec Carla, mais il sait qu'il devra tourner la page. Fabrice a accepté d'héberger Giulietta, car Paloma lui a menti en décrivant son amie différente de la réalité. Idir doit visiter un appartement plus grand dans le Marais à Paris. Arthur n'est toujours pas allé à Osgore récupérer la planche de surf avec François.
ici, dans ce résumé, nous avons du passé composé, du présent de narration et du futur. Alors, et on a également l'explication, enfin l'expression de l'obligation avec le verbe devoir. Alors, au niveau du passé composé, Arthur et Carla ont prévu de se voir pour partager un déjeuner en tête-à-tête. Ont prévu est au passé composé. Donc, le passé composé, on en parle donc dans la partie grammaire. Hein, n'hésitez pas à utiliser les chapitres. Et en fait, c'est donc quelque chose qu'ils ont prévu dans le passé. C'est terminé, puisque maintenant, ils se voient, ils déjeunent. Ensuite, sur le chemin du restaurant, Carla flirte par message. Ici, j'ai fait le choix d'un présent de narration, c'est-à-dire comme si on était avec Carla en train d'envoyer des messages afin de créer une proximité, donc un effet de style pour attirer l'attention. Ensuite, Arthur sait qu'il devra tourner la page. Devra, c'est la version future du verbe devoir. Et en fait... ça veut dire que cette situation de jeu avec Carla ne va pas durer à l'avenir. Et vous avez, au niveau de la conjugaison, pour rester sur la conjugaison, y dire doit visiter. Vous avez donc le verbe devoir, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Et vous avez donc au futur, c'est je devrais, tu devras, il devra, nous devrons, vous devrez, ils devront. Pensez dès à présent à vous dire, à chaque fois que vous rencontrez un verbe, je vais apprendre un peu la conjugaison, ou du moins la relire plusieurs fois pour la mémoriser. Vous avez vu aussi l'expression du but, pour partager. Après pour, eh bien en fait, vous avez le verbe à l'infinitif. Et regardez, il y a aussi un autre cas où le verbe à l'infinitif, y dire doit visiter un appartement. Ça, c'est une règle qui ne change jamais. Quand le premier verbe est conjugué et quand deux verbes se suivent, le deuxième est toujours à l'infinitif. Donc, doit est conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, visiter est à l'infinitif. Ensuite, donc on a encore un passé composé. Arthur n'est toujours pas allé. Ici, l'action est complètement, comment dire, inachevée. C'est le cas de le dire. Hein, non, nous sommes, et là, on est dans un présent avec un participe passé. Lorsqu'il aura été récupéré cette planche de surf, Arthur a récupéré la planche de surf. Mais ce n'est pas le cas. Donc pour le moment, au présent, il n'y est toujours pas allé. Également aussi la préposition i. Si je ne voulais pas répéter Osgore, Arthur n'y est toujours pas allé. Regardez bien les sous-titres, hein, voilà, et regardez aussi les fiches de grammaire sur le site French Discoveries, parce que là, je vous fais des remarques sur la vidéo, mais pour les gens qui veulent en savoir plus, il faut bien sûr compléter avec les explications grammaticales et de vocabulaire. Je commence la lecture et ensuite on débriefe. Chapitre 10. Fabrice a dit oui. Fabrice, l'ami parisien de Paloma, a finalement dit oui. Il est d'accord pour m'héberger pendant 3 mois. C'est absolument génial. Je suis si heureuse. Paloma m'a annoncé la nouvelle par courriel hier car il était tard et elle ne voulait pas me réveiller. Je ne peux m'empêcher de lire et relire son message. Je vais le montrer à mes parents cet après-midi quand ils reviendront de leur promenade. Cela va les rassurer. Alors ici, on a plusieurs choses. On a donc les adverbes de fréquence et on a également des verbes au passé composé à l'imparfait et on va en discuter justement. Et on a également des expressions de sentiment, puisque Giulietta a reçu une bonne nouvelle. Et on a également aussi des verbes pronominaux, comme ce qu'on a vu également dans les autres vidéos. Et on a le futur proche. Alors, ça fait beaucoup de choses hein, dans une petite phrase. Alors, il a finalement dit oui. Il a dit oui, donc passé composé. Vous avez ici en fait une action qui est terminée dans le passé puisque Fabrice a déjà donné son accord dans le passé à Paloma. C'est d'ailleurs pourquoi elle informe Giulietta de tout simplement cette bonne nouvelle.
il est d'accord. Alors ici, vous voyez, c'est au présent. Pourquoi c'est au présent? Ben, c'est un fait, en fait. Fabrice est d'accord. Actuellement, au moment où nous parlons, il est d'accord. C'est-à-dire que pour lui, pas de souci. Et on a un verbe pronominal. Il est d'accord. Pourquoi? Ben, il est d'accord pour m'héberger. Donc, vous voyez, ici, c'est une action qui est donc un verbe pronominal parce que c'est une action qui est pour Giulietta. C'est elle qui va être hébergée. Héberger qui? Moi. Donc ici, M'. On ne dit pas il est d'accord pour héberger moi. On dit il est d'accord pour m'héberger. Et on a un adverbe de temps, un marqueur temporel pendant. Pendant, donc en anglais for, donc c'est la durée, donc c'est-à-dire la durée pendant 3 mois. Il accepte, donc vous vous rappelez, elle va venir en janvier, février et mars. Donc pendant cette période, c'est OK pour Fabrice. Je vous ai présenté également en rose des adverbes qui ne sont pas forcément des adverbes de temps. Et par exemple, absolument, ça veut dire totalement. Et parce que à quoi servent les adverbes? En fait, les adverbes servent à enrichir une phrase, à souligner. Elle pourrait juste dire c'est génial, mais elle est très heureuse, donc c'est absolument génial. Voyez. Et la traduction, je ne sais pas ce que va vous traduire Google ou ce que va traduire YouTube, mais on pourrait traduire c'est absolument génial par it's amazing. Voilà. Ok. Je suis si heureuse. Alors, elle n'est pas seulement heureuse. Ici, on a si qui permet non pas d'introduire un conditionnel. C'est pas le même si que si je dis si tu travailles, tu auras une bonne note. Non, non. Ici, c'est le si d'insistance. Elle aurait très bien pu dire je suis heureuse. Non, mais là, elle est au top. Donc, je suis si heureuse. On retrouve ensuite notre passé composé. Paloma m'a annoncé la nouvelle par courriel hier. C'est donc bien une action terminée du passé. Donc, on utilise le passé composé. Et c'est un verbe pronominal. Elle a annoncé à qui? À Giulietta. Giulietta, donc, veut dire elle m'a annoncé à moi. Et donc, on met M'. Paloma m'a annoncé la nouvelle par courriel hier. Donc hier, c'est un mot également lorsque vous voulez dater un événement. On a des événements comme aujourd'hui, hier, demain. Juste après, on a un imparfait. Il était tard et elle ne voulait pas me réveiller. On a même 2 imparfaits. D'accord? On en a un à la forme affirmative, il était tard, et un à la forme négative. En fait, c'est quelque chose qui durait, qui n'était pas achevé dans le passé. Au moment où Paloma a écrit le mail, en fait, il était tard, donc c'est dans la nuit. N'oubliez pas que Paloma est DJ, donc elle travaille le soir. Et en fait, c'est cohérent. Pendant toute cette période, Paloma ne voulait pas réveiller Giulietta, donc on prend l'imparfait. Je vous renvoie, là je passe un peu vite, je vous renvoie à notre cours sur l'imparfait en début de vidéo. Ensuite, je vais le montrer à mes parents. Donc ici, c'est un futur proche, c'est quelque chose qu'elle va faire de manière très très proche dans le futur, c'est imminent, puisqu'elle dit qu'elle va le faire cet après-midi, quand ils reviendront de leur promenade, donc c'est-à-dire elle va le faire d'ici quelques heures maximum. Ensuite, un autre marqueur temporel, cet après-midi, lorsque donc c'est l'équivalent de afternoon, this afternoon, et ici on a pris un futur simple, quand ils reviendront, c'est le verbe revenir au futur. Alors, dans cette série, on a accès à la correspondance des gens, donc voici le courriel de Paloma à Giulietta, vendredi 29 décembre 2023, à 1h35 du matin. Donc on se doute bien que Paloma n'allait pas téléphoner, n'allait pas réveiller son ami à 1h35 du matin. C'est pourquoi elle lui a envoyé l'email suivant, le courriel suivant. Ma belle, mon ami Fabrice est d'accord pour te loger pendant ton stage. Je suis trop contente. Je savais que j'arriverais à le convaincre. Contacte vite Léa de la Baume, car elle va fêter le nouvel an en province. Tu verras, Fabrice est très gentil. Il est juste un peu maniaque. Je t'envoie en pièce jointe le plan avec son adresse et son numéro de téléphone. Appelle-le vite pour t'organiser avec lui. Dis-moi aussi quand tu arrives. Peut-être fêterons-nous le 1er janvier ensemble. Plein de bisous,
trop hâte. Alors ici, vous avez l'impératif et je vous renvoie vers notre vidéo sur l'impératif. L'impératif appelle-le, dis-moi. Donc effectivement, ou contacte vite, voyez, donc ce sont des instructions. L'impératif sert à donner des ordres, mais aussi à donner des instructions. Donc ici, bien sûr, Paloma donne des instructions à Giulietta pour organiser sa venue. Et ici, nous avons encore ce mélange futur simple et futur proche. Regardez, le futur proche, elle va fêter le nouvel an. Alors, les gens qui s'expriment au futur lorsqu'ils apprennent le français, c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup le futur proche parce que c'est plus facile. Et en plus, c'est une traduction de going to en anglais. Mais malheureusement, on ne peut pas prendre toujours le futur simple, même si c'est plus facile. Il faut prendre parfois... on ne va pas prendre toujours le futur proche, pardon, excusez-moi. Il faut parfois prendre le futur simple. Regardez, tu verras. C'est donc la forme irrégulière du verbe voir au futur simple, parce que Giulietta ne va pas constater les choses immédiatement au moment où elle lit l'email de Paloma. Elle va le constater dans le futur pendant les 3 mois où elle va vivre avec Fabrice. Elle va constater à l'avenir, elle va constater que Fabrice est un peu maniaque. Donc c'est-à-dire qu'il n'aime pas que le ménage ne soit pas fait, il aime que les choses soient bien rangées. Mais par contre, Léa de la Baume, là regardez, on est le 29 décembre, on prend un futur proche parce que fêter le nouvel an, c'est-à-dire fêter le 1er janvier, c'est-à-dire d'ici 2-3 jours, donc là c'est imminent, c'est très proche. Donc retenez, futur proche quand les événements sont imminents et proches, qu'ils vont donc très bientôt se réaliser, et futur simple quand les événements auront lieu dans le futur. On utilise aussi le futur proche lorsque on informe sur son planning, je vais aller me promener cet après-midi. Quand je dis pour le futur simple, c'est le futur, c'est un futur beaucoup plus éloigné, ou quelque chose même qui a quelque chose qui ne peut se vérifier que lorsque nous serons dans cette période future. Par exemple, tu verras, Giulietta ne pourra voir que Fabrice est maniaque que lorsqu'elle sera avec lui, chez lui, et ce n'est pas tout de suite, c'est tout au long des 3 mois qu'elle va constater qu'il est maniaque, donc c'est normal qu'on utilise le futur simple. Ensuite, voyez, je savais que j'arriverais à le convaincre. Donc ici, c'est un autre style de futur dont on parlera par la suite. Enfin, cette phrase fait référence à un autre concept. Bien évidemment, dans une autre vidéo, on va parler également du futur antérieur. Pour l'instant, essayez de vous concentrer sur futur simple, futur proche, et regardez aussi l'impératif. Et regardez, il y a encore un futur, qui est proposé quelque part. J'arrive donc... Non, il n'y en a pas d'autres. Je pensais qu'il y en avait d'autres, pas du tout. Je suis enthousiaste, donc peut-être fêterons-nous. Peut-être, c'est vraiment pas sûr. Elles vont peut-être réussir. Ça dépend à quel moment Giulietta va prendre ses transports. Si les choses étaient organisées, c'est là où je voulais en revenir, excusez-moi, mais si les choses étaient organisées, si elles avaient un planning commun, elles ont prévu le 1er janvier de fêter les choses ensemble, nous allons fêter le 1er janvier ensemble, je suis trop contente. Ce n'est pas le cas, pour l'instant il n'y a pas encore d'organisation, mais il y a Paloma qui donne des instructions à Giulietta pour organiser au mieux son séjour. Je continue la lecture. Paloma est la meilleure amie du monde. J'ai envie de danser de joie. Cependant, je suis aussi inquiète car maintenant je dois écrire à Léa de la Baume et appeler Fabrice. Mon français est horrible. Comment vais-je faire? Pour Fabrice, à la limite, il sera indulgent. Mais pour Madame de la Baume, je dois préparer mon message. C'est une opportunité professionnelle importante. Je ne veux pas que la langue soit un obstacle à mon embauche. Je vais préparer un brouillon écrit. Alors ici, on a également encore du futur, regardez, du futur simple, il sera indulgent. Donc le verbe être au futur est irrégulier. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Ici, je dois préparer, comme on l'a vu tout à l'heure lors du résumé, le verbe doit est donc conjugué, je dois, donc le verbe qui le suit sans interruption c'est préparer, donc il est à l'infinitif. Ensuite, il y a pas mal d'expressions, même idiomatiques, danser de joie, je pense que ça existe également dans d'autres langues, mais
au cas où, donc danser de joie, c'est-à-dire elle est tellement contente qu'elle a envie de danser, et voilà, elle est emplie de joie. Ensuite, vous avez je vous ai mis également en rose plusieurs choses, adjectifs en relation avec les sentiments. Inquiète, vous savez, on avait dit qu'elle était anxieuse, mais un synonyme de anxieuse, inquiète. Indulgent, ça veut dire qu'il sera gentil, qu'il sera, on pourrait dire aussi, compréhensif. Et vous avez cette phrase que je vous ai mis en rose, je ne veux pas que la langue soit un obstacle à mon embauche. En fait, dans cette phrase, Giulietta dit, elle ne veut pas que le fait qu'elle parle mal le français empêche Léa de la Baume de la prendre pour stagiaire. Pour l'instant, elle a eu ce qu'on appelle un accord de principe, c'est-à-dire que Léa de la Baume a vraiment besoin de quelqu'un, mais Giulietta sait qu'elle ne parle pas bien français, donc elle a peur d'écrire cet email, parce qu'elle a peur que Léa de la Baume dise, bah, écoutez, vous ne parlez pas suffisamment bien français. Alors elle est un petit peu dure avec elle, Giulietta, elle utilise un adjectif plutôt dépréciatif, elle dit, mon français est horrible. On va voir, est-ce que c'est vraiment le cas? D'ailleurs, on va faire tout de suite un exercice. Je vous invite à venir voir le brouillon que je vous ai mis également. Donc, c'est un nouveau mot de vocabulaire, un brouillon, c'est-à-dire ce n'est pas le document définitif. Lorsqu'on écrit un document important, eh bien, on fait d'abord un brouillon avant d'envoyer le document définitif. Et c'est sur ce brouillon que nous allons travailler pour l'exercice à venir. Mais avant de faire notre exercice, nous allons lire donc la suite de l'histoire et justement on va parler de la manière de faire des phrases interrogatives. Quelles sont les règles d'écriture d'un courriel en français? Est-ce une bonne idée d'utiliser les intelligences artificielles pour avoir un bon texte, bien structuré? L'année dernière à l'université, nous avons étudié la correspondance professionnelle. Où sont mes cours? Je vais retrouver la méthodologie et m'en inspirer. Je dois faire vite, m'a dit Paloma. Vite et bien, est-ce possible? Oh, je me sens si angoissée. Alors, dans cette diapositive, nous avons encore du futur proche. Je commence par cela. Je vais retrouver la méthodologie et m'en inspirer. C'est une action qui est imminente. Donc, Giulietta va rechercher ses anciens cours de l'année dernière. Donc elle va le faire immédiatement, dans quelques instants, dans quelques minutes. Donc effectivement, on prend un futur proche. Mais regardez surtout la manière de poser des questions en français. Quelles sont les règles d'écriture? Règle d'écriture est au féminin pluriel, donc le mot interrogatif, le déterminant interrogatif, quel est ici au féminin pluriel. Vous allez l'adapter. Si on avait eu un mot au masculin singulier, on aurait mis quel, Q-U-E-L, donc au féminin, au masculin singulier. Ici, c'est au féminin pluriel, donc on va accorder, on va le mettre au féminin pluriel. Encore une fois, l'importance d'apprendre le genre des noms. N'apprenez pas juste du vocabulaire sans apprendre l'article et le genre parce que vous serez coincé. Ensuite, on a encore, voyez, quand elle pose des questions, où sont mes cours? Alors ici, où elle cherche, où elle a rangé ses affaires. Donc ici, la structure de la question, petit mot interrogatif, ensuite le verbe, puis le complément. Est-ce une bonne idée d'utiliser les intelligences artificielles? Vous voyez, elle se pose des questions. Donc ici, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est une bonne idée? C'est en fait d'utiliser les intelligences artificielles. Donc utiliser commence par la lettre U. Donc vous mettez bien une élision. Vous voyez, on ne dit pas de utiliser comme disent certains de mes élèves, on dit d'utiliser, d'accord? Et vous ne reconstituez pas, c'est écrit d'utiliser, D'. Donc vous faites la liaison. Et on a est-ce, vous voyez, des fois vous connaissez sans doute, est-ce que, par exemple, est-ce que tu aimes le chocolat? Mais là, elle ne demande pas quelque chose de précis à quelqu'un, elle se pose la question à elle-même, est-ce une bonne idée? En tout cas, vous voyez qu'il y a inversion verbe-sujet. C'est comme ça qu'on fait des questions compréhensibles. Bien sûr, des fois, on peut faire des questions de manière plus simple. Par exemple, tu aimes le chocolat? Mais il faut lever la voix. Et quand on est timide ou quand on prononce mal, les gens peuvent confondre et croire que c'est une affirmation alors que c'est une question.
pour éviter d'être dans ce cas de figure, eh bien tout simplement mettez d'abord le verbe en premier et le sujet ensuite. On retrouve cette structure est-ce possible. En fait, Giulietta se demande si on peut faire quelque chose de bien lorsqu'on fait quelque chose de rapide. Il y a un petit proverbe français qui dit vite et bien, ce n'est pas compatible. Et c'est pour ça d'ailleurs que Giulietta se sent angoissée. Et encore une fois, la figure d'insistance avec si, je me sens si angoissée. C'est pas un petit peu angoissée qu'elle est, Giulietta, c'est beaucoup. Hein. N'oubliez pas que c'est une personne anxieuse. Donc, elle parle mal français, elle veut écrire un email. Email en français, ça se dit courriel, et elle ne connaît pas les règles d'écriture, donc elle se pose beaucoup de questions, et dans cette diapositive vous avez donc la manière de rédiger des questions en français. Et nous voilà partis pour ce fameux exercice. Alors c'est une production que vous pouvez faire à l'oral ou à l'écrit. Nous allons aider Paloma à écrire un email pour Léa Delabaume. On va réviser avec elle la méthodologie et on va ensuite écrire un brouillon. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez bien sûr préparer l'exercice à l'oral, mais c'est mieux d'écrire un petit courriel, d'utiliser un dictionnaire ou un traducteur automatique si vraiment vous êtes perdu dans le vocabulaire, mais surtout n'utilisez pas d'intelligence artificielle, essayez de créer des phrases par vous-même, mais avant de vous lancer, on va lire la méthodologie sur les diapositives suivantes. Bien sûr, vous pouvez en commentaire ne pas hésiter à proposer votre email pour aider Paloma à contacter Léa Delabaume. Alors, depuis tout à l'heure, il y a un enfant qui crie maman. Ce n'est pas mon enfant, c'est un enfant dans la rue et j'habite une ville qui s'appelle Lyon et qui est une ville extrêmement bruyante. Donc, revenons à notre méthodologie pour écrire un courriel. Donc, les caractéristiques, déjà, il faut savoir si c'est un courriel formel ou informel. Les caractéristiques d'un courriel formel, il est rédigé sur un ton sérieux professionnel. On emploie le pronom vous. Ensuite, pour le courriel informel, il est rédigé sur un ton léger, amical, on emploie le pronom tu. Alors ça nous pose la question du destinataire. Destinataire, c'est-à-dire pour qui? Eh bien, un courriel formel, c'est pour un chef, un patron, un membre d'une administration, un client, toute personne qu'on ne connaît pas ou peu, ou qui est dépositaire de l'autorité, hein, par exemple notre supérieur hiérarchique. Et le courriel informel, bah, c'est pour un ami, un proche de la famille, un collègue proche, un collègue avec qui je m'entends bien, toute personne que je connais bien, ou toute personne qui est considérée comme étant mon égal. Alors, il y a des formules d'ouverture et de fermeture lorsqu'on écrit un email. Alors, lorsque c'est un email ou un courriel formel, en ouverture, on va dire Madame, Monsieur, chère Madame, cher Monsieur. Si on s'adresse à un directeur ou à une directrice, Madame la directrice, Monsieur le directeur. Si on est par exemple dans le domaine médical et qu'on s'adresse à quelqu'un qu'on appelle consoeur ou confrère, bah, chère consoeur, cher confrère, chère Madame Durand, cher Monsieur Durand, si on a le nom de famille de la personne et que ce n'est pas un confrère, chers investisseurs, chers collègues. Après, si c'est informel, on peut écrire coucou, salut, hello, chère maman, cher papa, chère Léa, cher Paul, chers tous, chers amis, mes chéris, ma chérie, mon chéri. Vous voyez, on ne va pas écrire mon chéri à son directeur, hein, voilà. Les formules de fermeture, c'est-à-dire quand on termine notre email, cordialement, veuillez agréer mes cordiales salutations, veuillez agréer mes salutations distinguées, respectueusement, cordiales salutations. Lorsque c'est informel, bise, bisous, grosse bise, je t'embrasse, je vous embrasse, à très vite, à bientôt, à plus, amitié, plein de bonnes choses, bonne semaine, bonne journée. Et on va voir dans une diapositive suivante pourquoi il ne faut absolument pas signer bien à toi ou bien à vous, même si c'est proposé par beaucoup de logiciels et de traducteurs. On va faire un petit point sur la langue. En tout cas, prenez plutôt les formules de fermeture que je vous propose sur cette diapositive. Avant de parler d'un point langue, je vais quand même parler du corps du texte. Pareil, donc vous donner des petits exemples de phrases pour débuter. Vous voyez, dans un courriel formel,
Je me permets de vous contacter car, par exemple, car j'ai vu votre offre d'emploi et elle m'intéresse beaucoup. Alors, pourquoi je ne dis pas parce que on l'utilise à l'oral. Et d'ailleurs, regardez notre précédente vidéo, exprimer la cause, dans laquelle j'explique la différence entre parce que et car. Je vous contacte car... Et voyez aussi une lettre un petit peu plus commerciale. Suite à votre réclamation du 15 janvier, nous revenons vers vous afin de, c'est-à-dire pour, mais c'est beaucoup plus formel. Regardez aussi sur notre chaîne YouTube, hein, nous avons toute une partie sur la correspondance commerciale, comment gérer une réclamation. Il y a des phrases utiles. Dans un courriel informel, donc on peut très bien dire dans le corps du texte comment ça va, je t'envoie un message parce que... Même si vous êtes à l'écrit, on est un peu plus relâché, donc on ne met pas car, on met parce que. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Je voulais te raconter, vous voyez ici, on va prendre quelque chose qui est beaucoup plus détendu, relaxé, tandis qu'on dirait plutôt à quelqu'un, je voulais vous informer. Vous voyez, même dans le choix du verbe, on va prendre des choses un petit peu plus formelles, c'est normal, surtout quand on cherche un emploi ou quand on répond à un client, on ne peut pas avoir le même niveau de langage. Alors, nous voici sur l'exercice. Alors, je vous invite à vraiment mettre sur pause. Vous voyez que Giulietta, quand elle a fait son email, elle s'est un petit peu mélangé les pinceaux. Alors, mélanger les pinceaux, c'est vrai, elle s'est un petit peu trompée. Hein. Alors, il faut l'aider à mettre son courriel dans l'ordre. Vous voyez, ce qu'elle a écrit, c'est un petit peu le bazar. Donc, je vous invite à mettre sur pause, à jouer le jeu. Et ensuite, quand vous avez terminé et reconstitué les phrases, à aller voir le corrigé sur la diapositive suivante. Voici donc en effet le corrigé de cet exercice. Donc, chère Léa de la Baume, je suis Giulietta Simeone, l'amie de Paloma et votre future stagiaire. Je serai à Paris le 4 janvier pour le premier jour de travail. Pouvons-nous nous appeler pour discuter avant? Je suis ravie de collaborer avec vous, je vous admire beaucoup. En pièce jointe, je vous joins mon CV avec mes coordonnées. Dans l'attente de votre retour, cordialement, G. Alors cet email proposé n'est pas complet puisque, et on peut aussi en discuter puisque il y a des choses très très bien, mais justement pour continuer l'exercice, je vous demande de quel est votre avis sur cet email et qu'est-ce qu'on pourrait arranger. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a peut-être une ou deux petites fautes? En tout cas, pour quelqu'un qui ne parle pas très bien français, ça c'est un résultat à atteindre qui est complètement honorable. Vous voyez encore, je serai à Paris, donc ici c'est le verbe être au futur, puisqu'elle écrit, nous sommes le 29 décembre, le 4 janvier c'est donc presque une semaine plus tard, donc elle emploie un futur simple, donc je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Donc ici c'est AI hein, sans S parce que ce n'est pas du conditionnel, c'est donc du futur simple, le verbe être est irrégulier. Ensuite on a encore une fois les bonnes questions bien formulées, on a d'abord le verbe et après le sujet, pouvons-nous nous appeler. En plus là on utilise un verbe pronominal, c'est-à-dire s'appeler. S'appeler, c'est-à-dire se contacter. Et en fait, ici, donc, elle a bien mis d'abord le verbe et ensuite le sujet. Pouvons-nous nous appeler pour discuter avant, ici un marqueur temporel, avant quoi? Avant de commencer le travail. Elle a mis un compliment, je suis ravie de collaborer avec vous, je vous admire beaucoup. Et donc là, vous voyez, en pièce jointe, il y a un S. Alors, je comprends qu'il y a donc deux fichiers, un fichier qui serait le CV et un fichier qui serait avec ses coordonnées, parce que comme elle est en Italie, peut-être pour être jointe, elle donne des coordonnées, peut-être aussi un mail ou quelque chose d'autre, ou peut-être elle veut faire un visio, donc elle va peut-être donner aussi des identifiants Teams. Et vous voyez qu'elle termine avec « dans l'attente de votre retour ». Donc en fait, ici c'est une formule toute faite, qui est parfaite et qui est beaucoup mieux que « bien à vous », parce que là, elle s'est un peu ouverte, c'est un peu comme une question ouverte. Là, il n'y a pas de question, mais c'est une phrase de fermeture qui est, j'ai envie de dire, ouverte, puisque c'est un appel à action. C'est-à-dire que Giulietta attend que Léa de la Baume lui réponde et elle signe cordialement, ce qui est une bonne chose. Bravo Giulietta, même si elle ne parle pas bien le français, c'est un très bon mail.
Alors, comme on est quand même ici pour apprendre le français, ben, je vous sollicite un peu pour une petite réflexion. Que pensez-vous du courriel de Giulietta? Avez-vous remarqué des fautes, des répétitions de votre point de vue? Auriez-vous écrit le courriel différemment? Quelles sont les parties qu'il faudrait réécrire selon vous? Sur le site internet French Discoveries, je vais vous proposer une proposition de réponse à ces questions. C'est-à-dire que moi aussi j'ai mon opinion, et puis nous avons déjà fait cet exercice avec des élèves en classe, et j'ai synthétisé un petit peu les points de vue de tout le monde, mais j'aimerais que vous aussi vous puissiez réagir, dire voilà le courriel de Giulietta. Donc je ne demande pas une critique, attention. Hein, je demande une production écrite pour pouvoir utiliser notamment le conditionnel. Je précise, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, les gens pensent qu'ils ont le droit de critiquer. Je précise aussi une chose, l'avis des personnes est rien, pour moi c'est pareil. Donc les personnes qui ne sont pas contentes peuvent partir, les personnes qui critiquent quand ce n'est pas constructif et qu'ils ne rentrent pas, quand ils ne rentrent pas dans l'exercice, franchement ça ne me touche absolument pas, ça glisse comme de l'eau sur moi. Donc si vous faites cet exercice, c'est un exercice de production écrite, pas pour critiquer l'épisode, mais pour parler au conditionnel, et également en utilisant d'autres temps, comment vous auriez écrit vous le courriel si vous étiez Giulietta. Donc je vous demande de vous mettre dans la peau de Giulietta et non pas de faire des critiques qui d'ailleurs pour moi ne m'intéressent pas et ne me touchent absolument pas. Et justement, pour parler de sentiments et de choses importantes, tout le monde signe actuellement les courriels ou certains messages par bien à vous ou bien à toi. Savez-vous qu'à l'origine, c'est une expression qui veut dire fin de la conversation, que tu le veuilles ou non. Donc en fait, c'est hyper mal poli. Parce que les traducteurs automatiques vous suggèrent d'utiliser cela, mais c'est pas parce que plein de gens font des bêtises qu'il faut propager les bêtises. C'est pas parce que tout le monde écrit mal ou tout le monde parle mal qu'il faut imiter. C'est toujours plus facile de transmettre une faute que les bons usages. La formule bien à vous, bien à toi, elle est fade et impersonnelle, elle n'est pas du tout personnalisée. Il vaut mieux à la limite dire cordialement, qui est beaucoup plus poli, parce que au moins cordialement, c'est-à-dire j'envoie des sentiments cordiaux, et c'est-à-dire qui sont pacifiques, amicales, et ça marche très bien au niveau professionnel, parce que bien à vous, en fait, ça veut dire, même si tu as envie de parler, rentre chez toi, et en fait, ça veut dire vraiment fin de la conversation, mais de manière très brutale. Et je pense que les gens qui utilisent cette formule pensent bien faire, et en fait pas du tout. Vous savez, il y a beaucoup de confusion et il y a beaucoup d'usages qui sont détournés. Je ne sais pas si en ce moment vous utilisez des moteurs de recherche pour apprendre le français ou faire des recherches personnelles. Vous avez peut-être vu qu'il y a une dégradation, et donc des fois on a des informations complètement fausses. Eh bien à vous, bien à toi, c'est quelque chose qui a été mis dans les traducteurs automatiques et qui en fait a été perçu comme quelque chose de positif, mais en fait qui ne veut rien dire. Et en plus, réfléchissez dans l'absolu, personne n'est à personne. Donc restez sur cordialement, les formules de fermeture que je vous ai données, ou tout simplement bisous quand vous écrivez à vos proches, et puis quand c'est quelqu'un de professionnel, cordialement, ça fait le travail, c'est très bien, et faites-vous confiance aussi, n'utilisez pas ces formules bien à vous, bien à toi. Les personnes qui parlent bien français, moi quand je reçois ça, j'ai vraiment l'impression que la personne en fait me méprise et n'est pas du tout sympathique. Voilà, donc n'utilisez plus cette expression s'il vous plaît. Dans notre partie méthodologie, voici les points qui sont importants, les points à vérifier avant d'envoyer un courriel. Donc vous faites un brouillon et puis ensuite vous allez corriger. Alors vérifiez l'orthographe, utilisez un dictionnaire ou un traducteur en ligne pour vérifier comment un mot s'écrit si vous n'êtes pas sûr. Mais bien sûr, sélectionnez bien votre traducteur en ligne avec tout ce qu'on vient de dire précédemment. Vérifiez que vous avez bien fait les accords, n'oubliez pas les S au pluriel, n'oubliez pas les accents, et puis vérifiez également la conjugaison. Donc vérifiez que le temps grammatical utilisé est correct, voire valeur des temps. Donc utilisez les chapitres de cette vidéo où on fait une présentation succincte, mais pour le moment on ne va pas rentrer dans les détails. Chaque temps grammatical sert à exprimer une idée, une action. Donc
réfléchissez à ce que vous voulez communiquer et prenez le temps en conséquence. Vérifiez la ponctuation et si vous avez mis les majuscules quand c'est nécessaire. Les noms propres comportent une majuscule. Assurez-vous que votre ton n'est pas trop familier ou trop formel en fonction de votre destinataire. Donc on n'écrit pas de la même manière à son patron et à sa cousine. Vérifiez que vous avez bien ajouté la pièce jointe si vous l'évoquez. Puisque et même si vous parlez de plusieurs pièces jointes, pensez à mettre un S comme l'a fait Giulietta. Et vérifiez que vos coordonnées sont exactes et lisibles si vous voulez être contacté. Donc par exemple dans la signature, bien vérifiez qu'on voit bien votre email, on voit bien votre contact, parce que effectivement, vérifiez aussi s'il n'y a pas de faute de frappe, parce que si une personne veut vous contacter et qu'il y a une faute de frappe, vous ne recevrez jamais la réponse. On continue dans le récit et nous retrouvons donc Arthur et Carla. Mon déjeuner avec Carla a été très étrange. Tout d'abord, elle est arrivée avec 1 heure de retard. J'avais déjà mangé mon entrée. Elle était toute souriante et très élégante. C'est une belle femme, mais elle a un mauvais caractère. Elle m'a reproché de ne pas l'avoir attendue. « Tu m'avais dit que je pouvais commencer ?» Alors ici, on a énormément de passés composés et d'imparfaits, une très jolie alternance. Alors, a été, pourquoi? Tout simplement, c'est au passé composé parce que l'événement est terminé. Donc, à chaque fois qu'Arthur raconte un événement du passé qui est terminé, on va prendre le passé composé. Elle est arrivée, elle m'a reproché. Vous voyez, donc reprocher quelque chose à quelqu'un, elle a reproché à qui? À moi. Et on a également l'imparfait, puisque c'était son état, qui était donc un état continu, un état qui n'était pas bref. Elle était souriante et très élégante. Commandez, mais pas commencer, s'est-elle exclamée en me coupant la parole. Désolée, j'avais faim, j'ai mal compris. On ne va pas se disputer. Je t'ai commandé un tarama de corail d'oursin. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé en ouvrant de grands yeux. Je ne sais pas. C'est toi la danoise, la fille qui aime le poisson. Quel cliché! A soupiré Carla. Alors ici, encore une fois, on a une alternance passé composé et imparfait. Quand elle s'est exclamée qu'il fallait commander mais l'attendre pour manger, c'est une action brève dans le passé, donc passé composé. Quand Arthur décrit un état qui était un état permanent dans le passé, j'avais faim. Et ensuite une action brève du passé, passé composé, je t'ai commandé. Donc action brève dans le passé, action terminée, passé composé, action permanente qui dure un certain temps, imparfait. Dans cette diapositive, nous avons aussi un gérondif en ouvrant de grands yeux. Alors, je m'excuse, mais ça fait plusieurs jours que j'essaie d'enregistrer cette vidéo et peut-être vous entendez, il y a énormément de klaxons et de bruit de police tous les jours, à tout moment. Donc, je souhaite enregistrer cette vidéo. Donc, voilà, on va profiter du calme et on va reprendre. En ouvrant, donc c'est le fameux gérondif dont on va beaucoup parler dans l'épisode à venir, à l'épisode 5, en attendant ici, c'est-à-dire que en une manière, elle ouvre des grands yeux parce qu'elle est surprise, elle se demande qu'est-ce que c'est. Alors, quel cliché? Vous connaissez sans doute le cliché photographique. Ici, on ne parle pas de prendre une photo. Quel cliché, c'est-à-dire quel lieu commun. Franchement, elle est danoise, alors forcément, elle aime le poisson. C'est normal que Carla soit un petit peu énervée par la remarque d'Arthur, qui n'est pas capable de lui expliquer pourquoi il a choisi pour elle ce plat. Donc là, elle le remet un petit peu à sa place. Je répète pour ceux qui veulent connaître uniquement l'histoire, que vous pouvez suivre les chapitres et que je vous ai mis uniquement l'histoire sans commentaire pour ceux qui sont intéressés par connaître les aventures d'Arthur et de Giulietta. Je continue ma lecture. Ce déjeuner me donnait déjà mal à la tête. Heureusement que je connais Carla. Elle n'est pas méchante, un peu trop directe, c'est tout. Les choses se sont adoucies ensuite. Nous avons d'abord parlé de tout et de rien. De la météo, du sport, de la planche de surf que je vais récupérer avec mon oncle dans quelques jours.
Je faisais exprès de rester léger car je ne voulais pas que Carla me parle de sa dispute avec Idir. Mais j'ignorais toujours la raison de ce déjeuner. Alors ici, on a de l'imparfait, me donnait déjà mal à la tête, donc ça veut dire que, en fait, c'est une manière polie de dire que ce déjeuner l'ennuyait beaucoup. Je ne sais pas si vous apprécieriez de déjeuner avec votre ex, surtout si votre ex vous avez quitté pour un autre. Hein, voilà, donc le pauvre Arthur est un petit peu mal à l'aise. Alors, il décrit ensuite Carla au niveau de son caractère et donc il va prendre le présent parce que le présent, c'est pour faire une déclaration. Donc, en fait, il déclare qu'elle n'est pas méchante, qu'elle est parfois un peu trop directe, c'est-à-dire un peu trop franche. Et ensuite, il va parler, par exemple, « J'ignorais toujours la raison de ce déjeuner ». Au moment où l'action se passe, eh bien, Arthur n'est toujours pas au courant des motifs de Carla, pourquoi elle veut déjeuner avec lui, et on retrouve cet imparfait dans « Je ne voulais pas que Carla me parle de sa dispute avec Idir ». C'est pas quelque chose de bref, là c'est quelque chose qui a lieu pendant tout le déjeuner. Regardez, la phrase est d'ailleurs complètement à l'imparfait. « Je faisais exprès de rester léger car je ne voulais pas que Carla me parle de sa dispute avec Idir ». Donc, l'action dure dans le passé, donc on prend l'imparfait. Et je vous ai mis en rose rester léger, c'est-à-dire il essaie de parler un petit peu de la pluie, du beau temps, faire un peu de small talk, mais il ne veut absolument pas savoir pourquoi Carla s'est disputée au point d'avoir 1 heure de retard. Alors, ensuite, on a également du passé composé. Les choses se sont adoucies ensuite. Arthur nous parle d'un déjeuner qui est terminé, donc une action finie. Et ensuite, nous avons parlé de tout et de rien, c'est-à-dire, voilà, vous voyez, les sujets légers, météo, sport, et puis son projet d'aller chercher une planche de surf. Et là, la planche de surf que je vais récupérer avec mon oncle dans quelques jours. Ici, on a l'utilisation d'un futur proche parce que c'est dans quelques jours, c'est au planning d'Arthur et par conséquent, il nous informe de ses projets dans les jours à venir dans un laps de temps vraiment très court. Donc, c'est normal qu'il prenne le futur proche. Alors, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du titre de ce chapitre, souvent femme varie. Ça fait référence en fait à un proverbe français qui dit que les femmes changent souvent d'avis. Alors ici, on a encore une fois du passé composé de l'imparfait. Donc, au dessert, Carla s'est dévoilée. Tu sais, Arthur, je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. À quel sujet? Je savais de quoi elle parlait, mais je préférais avoir l'air innocent. Je suis moi-même perdue. J'étais content de déjeuner avec elle. C'était sympa. Mais je n'étais plus amoureux. À propos de nous deux, a continué Carla, en me regardant droit dans les yeux, tu me manques. Alors ici, on a beaucoup donc de passé composé et d'imparfait. Lorsqu'on raconte des actions brèves dans le passé, donc là, elle s'est dévoilée, c'est-à-dire qu'elle a dit ses sentiments. On va donc utiliser un passé composé parce que c'est une action qui est terminée au moment où nous parlons. Pareil, quand elle dit « si j'ai pris la bonne décision », c'est au passé composé. Elle ne sait pas si elle a bien fait donc de quitter Arthur ou pas. Et lui, de son côté, il emploie l'imparfait parce que c'est un état d'esprit qui dure, donc une action qui dure dans le passé. Il savait très bien de quoi parlait Carla, mais il a fait le choix, alors avoir l'air innocent, il fait comme s'il ne comprenait pas. Et vous avez un présent de narration, je suis moi-même perdue, un petit effet de style hein, pour qu'on rentre un petit peu dans la tête d'Arthur, un peu qu'on soit vraiment compatissant avec lui. Le présent de narration, c'est comme si on vivait les choses avec le personnage. Arthur nous raconte son déjeuner avec Carla, mais actuellement il est perdu, donc c'est pourquoi il prend le présent. Alors, il nous raconte, j'étais contente de déjeuner avec elle, c'était sympa, mais je n'étais plus amoureux. Donc, en fait, c'est une action qui dure, hein, le déjeuner. Et les sentiments d'Arthur sont également des sentiments où il n'est plus amoureux. Et ce sont des sentiments qui durent. Lui, il ne varie pas. Ensuite, comme on raconte le récit, on continue le récit. À propos de nous deux, a continué Carla. Donc ici, vous avez un passé composé, puisque c'est une action brève. Elle a terminé, a continué, c'est-à-dire qu'elle continue de parler. Et ensuite, elle lui dit...
Tu me manques. Alors, pour les personnes qui parlent anglais, tu me manques, c'est I miss you. Et vous voyez que c'est pas du tout la même construction. Donc ici, vous voyez que Carla lui fait en fait une sorte de déclaration plutôt officielle. Elle regrette donc sa décision et Arthur lui manque et par conséquent, elle a envie certainement de reprendre la relation. J'ai failli m'étouffer avec ma bouchée de gâteau au chocolat. J'aurais pu lui dire qu'elle se réveillait un peu tard. Il fallait y penser avant de me briser le cœur. « Est-ce que je te manque aussi ?» a-t-elle poursuivi. J'étais extrêmement mal à l'aise. Je n'aime pas mentir, mais je n'aime pas faire du mal. J'étais désemparée. C'est alors que j'ai eu une idée stupide. J'ai rencontré quelqu'un, ai-je dit, en m'efforçant de paraître enjouée. Alors, ici, vous avez pas mal de passé composé, puisqu'on est en train de raconter un échange verbal entre deux personnes et qu'on vous parle d'actions du passé qui sont terminées. Et donc, vous voyez que j'ai failli m'étouffer avec ma bouchée de gâteau au chocolat. C'est une telle surprise qu'elle soit si directe. Enfin, c'est une surprise. Il nous avait dit qu'elle était directe, hein, Carla. En tout cas, voilà, ça l'a un peu troublée. Et on a en fait, elle se réveillait un peu tard. En fait, il fallait y penser avant. En fait, vous voyez que Arthur n'est pas du tout prêt à accepter de faire machine arrière. Et vous voyez, on a donc également du passé composé avec a-t-elle poursuivi et un passé composé sur j'ai rencontré quelqu'un. Donc action du passé terminée. Et qui également peut être utilisé pour parler d'un résultat. Bien là, Arthur fait un gros mensonge, il dit « j'ai rencontré quelqu'un », sous-entendu « je ne suis pas libre ». Et vous avez du présent quand il dit « je n'aime pas mentir, je n'aime pas faire du mal ». Eh bien, tout simplement parce que c'est en fait des affirmations, il parle de sa personnalité. Si vous écoutez cette vidéo et que vous entendez les bruits de police et d'ambulance, eh bien voilà, la France, ce n'est pas forcément un pays calme. Donc ça fait plusieurs jours que j'essaie de patienter pour pouvoir enregistrer cette vidéo et à n'importe quel moment il y a ou du bruit à l'extérieur, des klaxons, des gens qui crient, ou il y a, comme là vous entendez peut-être des bruits d'ambulance, de voitures de police. Je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, mais nous devons sortir la vidéo. Donc je continue. Pour les personnes qui veulent juste lire l'histoire et pas avoir les informations grammaticales, sachez que vous pouvez utiliser les chapitres pour suivre les aventures d'Arthur et de Giulietta. Carla m'a alors jeté son verre d'eau à la figure. Puis elle s'est levée d'un bond. « Tu es pathétique », a-t-elle dit devant les autres clients et les serveurs médusés. Et elle est partie en me laissant en plan. Ma chemise était trempée. Tout le restaurant me regardait. La honte! En plus, j'ai dû régler la note. L'addition, c'est toujours moi avec Carla. Toujours pour moi avec Carla. Ce qui me surprenait le plus, c'est que je n'avais aucune envie de la rattraper. Alors ici, vous voyez plusieurs choses. C'est que nous avons pas mal d'imparfaits, mais on a également une action brève terminée qui est au passé composé lorsque Carla m'a alors jeté son verre d'eau. Donc Arthur nous raconte une action du passé qui est terminée, une action brève, d'ailleurs très spontanée, instinctive, et donc passé composé. Ensuite, vous avez une autre action très instinctive, elle s'est levée d'un bond, verbe pronominal, se lever, et ici donc il y a l'accord auxiliaire être, et elle s'est levée d'un bond, donc là aussi c'est terminé, c'est une action brève dans le passé, fini. Elle s'est levée d'un bond, c'est-à-dire elle a quitté sa chaise, elle a quitté la table, et en plus elle l'a quitté en l'insultant, alors elle a dit tu es pathétique. Et vous avez le mot médusé. Médusé, ça veut dire qu'ils étaient extrêmement surpris.
Normalement, lorsqu'on dîne en tête-à-tête avec une jolie femme, on ne s'attend pas à ce que celle-ci jette un verre d'eau à la figure de son compagnon, donc tout le monde est surpris. Et d'ailleurs, vous avez l'expression que je vous ai mis en rose, en me laissant en plan. En me laissant en plan, c'est-à-dire elle m'a abandonnée, elle m'a laissé comme ça dans le restaurant ou dans n'importe quel autre lieu, mais la personne part et vous laisse tout seul ou toute seule, et comme ça, sans explication, de manière très impulsive. Alors on a ensuite de l'imparfait. Ma chemise était trempée. Il a reçu de l'eau qui a sans doute dégouliné sur sa chemise, et donc c'est une action qui durait dans le temps. Donc imparfait. Tout le restaurant me regardait, là également, c'était l'imparfait. C'est pas une action qui s'est passée de manière brève, c'est une action suite au coup d'éclat de Carla qui a duré de quelques minutes minimum, mais c'était un état qui durait. Donc il n'y avait pas de bref, quand il raconte cet événement, il n'y avait pas du tout de brièveté. Là, c'était que se passait-il à ce moment-là? Tout le monde le regardait. D'ailleurs, il dit la honte. J'ai dû régler la note, c'est tout simplement payer l'addition. Et l'addition, c'est toujours pour moi avec Carla, ça veut dire c'est toujours lui qui paye. Alors ça, après, chacun fait comme il veut. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est aux hommes de payer l'addition. En tout cas, c'est ce que pense sans doute Carla. D'après Arthur qui dit que c'est toujours pour lui, sous-entendu, quand il déjeune avec elle, il doit toujours régler l'addition. Et on a ensuite un imparfait. Ce qui me surprenait le plus, c'est que je n'avais aucune envie de la rattraper. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est un état d'esprit d'Arthur qui dure, c'est pas quelque chose de bref, il est en train de nous partager son sentiment, malgré Carla lui ait fait une déclaration, malgré qu'elle se soit énervée, sans doute parce qu'elle est blessée, eh bien, Arthur n'a pas du tout envie de la rattraper. Arthur nous avait dit qu'il n'était pas du tout amoureux, là on a vraiment la preuve, il n'est pas du tout amoureux et il n'a pas envie du tout de la rattraper, c'est-à-dire de lui courir après. Et je ne sais pas si c'est le dernier déjeuner qu'ils auront tous les deux. En tout cas, c'est pas un déjeuner qui finit très bien. Après ces sentiments extrêmes et ces disputes de couple, décidément Carla, entre les disputes avec Idir et les disputes avec Arthur, elle n'a pas une vie très calme. Alors nous allons nous amuser avec les sentiments. Enfin, on va s'amuser, on va reconstituer. Vous avez ici des étiquettes, donc qui correspondent à des syllabes, et donc il faut associer les étiquettes ensemble pour trouver des sentiments. Et lorsque vous aurez réussi, si vous ne connaissez pas le sens des mots trouvés, cherchez dans un dictionnaire. Pour information, vous devez trouver 5 sentiments en associant ces étiquettes. Mettez sur pause parce que bien sûr, sur la diapositive suivante, il y a le corrigé. En tout cas, essayez de deviner et je vous retrouve pour le corriger juste après. Voici donc le corrigé. Donc vous voyez, on a bien trouvé 5 sentiments amoureux. Donc au féminin c'est amoureuse, mais ici c'était amoureux qu'il fallait trouver. Fatigué, alors ici c'est au féminin, vous avez la terminaison -e, pensez que si c'était un garçon il y aurait juste -e. Curieuse, alors là aussi c'est au féminin, si c'était un garçon on aurait eu curieux avec un X après le U, donc curieux, curieuse. Enthousiaste, alors c'est le mot le plus long de cet exercice et en fait enthousiaste ça marche aussi bien pour un garçon que pour une fille. Et enfin le dernier, là, je suis là. Alors là ça ne veut pas dire je suis ici, vous avez vu que c'est écrit LAS, au féminin je suis las. Et ça veut dire je suis plus que fatiguée, c'est même une fatigue morale, psychologique. Et donc fatiguée, ça peut être une fatigue principalement physique, tandis qu'être las d'une situation, par exemple Arthur pourrait dire je suis las des sautes d'humeur de Carla, j'en ai assez de son comportement, de son mauvais caractère. Alors il y a un S et on a dit qu'on ne disait pas la dernière lettre, la dernière consonne, pardon, du mot. Donc on dit là, je suis là si je suis un garçon, à ne pas confondre avec I am here. Non, non, ici c'est I'm totally tired.
Je suis énervée. Je suis obligée des fois de dire des mots en anglais parce que le traducteur de YouTube, sinon, ne prend pas en compte ce que je veux dire. Donc ici, on ne parle pas d'être présent dans un lieu. Ici, on parle de quelqu'un qui est extrêmement fatigué psychologiquement par le comportement d'une personne. Et au féminin, on dira « je suis lasse » et ça s'écrira L-A-2-S-E. Il s'agit ici d'un homophone et grâce à l'orthographe, on voit qu'on parle de quelque chose d'autre, puisque si c'était pour dire « je suis ici, je suis là », il y aurait un accent sur le A. Ici, c'est un adjectif, c'est un sentiment. Alors, on va continuer à explorer le vocabulaire, principalement dans cette vidéo, avec notre serpent de mots. Alors, c'est toujours pareil, vous avez ici un petit serpent avec des petites syllabes qui sont coupées et mettez sur pause. Il faut retrouver des adjectifs de sentiments cachés dans cette suite, dans le corps du serpent de mots. Et donc, vous voyez, on a thé, chaud, des chars, nal, su, ti, se, fa, rieux, qu'est en la, siagou, meurt, des v. Voilà, avec tout ça, vous essayez de me retrouver des adjectifs parlant de sentiments. Mettez sur pause, puisque sur la diapositive suivante, on a la réponse, mais c'est vraiment bien de faire le jeu, de vous amuser un petit peu. Voici donc le corrigé des sentiments à trouver dans le serpent de mots. Donc vous voyez, on ne pouvait pas utiliser forcément toutes les syllabes. Celles qui étaient à utiliser sont en noir et celles qui étaient en fait qui ne servaient à rien sont en rose. Alors il fallait trouver choqué, déçu, charmeur, vénal, dégoûté. Ceux qui ont trouvé la, LAS, je prends aussi. Voilà, donc je vous invite à chercher le sens de ces mots et à les mettre dans votre cahier de vocabulaire, sachant que vous vous rappelez, certains de ces mots ont été vus dans l'épisode numéro 3 de Trouver l'amour à Paris, dans la partie imagée où on met comme des sortes de flashcards, donc en fait une photo et le mot qui correspond. Donc cet exercice est là aussi pour vous aider à réviser. Alors dans cet épisode, on a quand même pas mal d'exercices. Donc vous voyez, on va parler des sentiments et des couleurs. Donc on a la couleur rouge, la couleur verte, la couleur bleue, la couleur blanche et la couleur rose. Et on nous demande de relier les couleurs avec les images et les expressions. Alors le nombre de tirets n'a rien à voir avec la solution. Je dis ça pour les petits malins qui comptent les nombres de tirets pour essayer de trouver la réponse. Non, non, c'est juste graphique. Alors, on a le choix entre vert ou verte. Est-ce que vous connaissez l'expression? Voir, est-ce que vous connaissez l'expression? Voir, avec apparemment donc une expression plus longue. Être et blanc ou blanche. Voilà, est-ce que vous connaissez? Mettez sur pause et nous allons voir ensuite la solution dans la diapositive suivante. Et voici donc la réponse à notre exercice. On dit être vert de rage, et si on est une fille, verte de rage. Voir rouge, voir la vie en rose, être fleur bleue, être blanc comme un linge ou être blanche comme un linge. Alors on va expliquer un petit peu le sens de ces expressions. Verte de rage, eh bien ça veut dire être vraiment très en colère, mais malgré tout, on est moins en colère qu'avec voir rouge. Alors voir rouge, c'est qu'on est complètement submergé par la colère. Au contraire, plus positif, voir la vie en rose, c'est être optimiste. J'aime beaucoup être fleur bleue. Déjà, j'aime beaucoup la photo qui est très jolie, le beau bouquet de fleurs bleues. Et être fleur bleue, ça veut dire être romantique. Alors, être blanc comme un linge ou être blanche comme un linge, c'est tout simplement parce que on a eu peur. Donc en fait, comme si le sang s'était retiré de notre visage et on est extrêmement pâle. Voilà, donc ce sont des expressions avec les couleurs. Il y en a beaucoup d'autres en français et nous aurons l'occasion d'y revenir. Chapitre 12, Travailler la nuit. Nous allons retrouver donc notre amie Paloma.
Je suis tellement contente que Fabrice ait accepté d'héberger Giulietta. Je vais revoir mon ami. J'espère juste que je ne serai pas trop crevée pendant la journée pour pouvoir lui faire découvrir Paris. Avec mon travail, je me couche rarement avant 3 ou 4 heures du matin et souvent je vais à des afters. Il n'est pas rare que je rejoigne mon lit vers 6 heures du mat. Quand les autres se lèvent, moi je me couche. Alors regardez bien, quand les autres se lèvent, il y a écrit ENT, je sais que je l'ai déjà dit mais je le répète, ce n'est pas parce que dans un autre contexte on a le son en qui est créé, ici c'est la conjugaison au présent, donc on dit quand les autres se lèvent. Ensuite, on a beaucoup de présents, puisqu'en fait, ici, Paloma nous partage son état d'esprit, donc son état d'esprit émotionnel, elle est contente, elle espère, et elle parle également du futur. Alors on continue sur le présent quand même quand elle raconte un peu ses habitudes. Vous voyez, elle prend le présent, donc elle se couche rarement, le marqueur temporel rarement, donc c'est rare qu'elle soit au lit avant 3 ou 4 heures du matin. Elle va plutôt au lit, donc comme elle dit, vers 6 heures du mat. Vous voyez, donc là c'est en langage familier, au lieu de dire 6 heures du matin, elle dit 6 heures du mat. Ensuite, il y a un anglicisme, after, en fait, c'est tout simplement, elle va, une fois qu'elle a fini de travailler dans son club, elle va dans des fêtes, donc des fêtes qui ont lieu après son travail. C'est pourquoi elle se couche quand les autres commencent leur journée. Alors ici, on a également un futur proche, je vais revoir mon ami. Si vous suivez un peu la chronologie, elle lui a envoyé un message le 29 décembre et Giulietta doit commencer son travail le 4 janvier. On peut penser qu'elle va venir en France quand même quelques jours avant de commencer son travail, donc elles vont se revoir dans un futur extrêmement proche. Et vous avez donc ici également une expression que je ne serai pas trop crevée, c'est-à-dire elle espère qu'elle ne sera pas trop fatiguée puisqu'elle se couche très tard. Les gens qui ont plutôt des horaires de bureau sont prêts pour aller faire la fête après le travail, mais pour elle c'est différent parce que notre amie Paloma vit en horaire décalé. C'est difficile de travailler la nuit, d'avoir des horaires décalés. J'adore mon métier mais souvent ma vie sociale en souffre. Parfois, je sacrifie des heures de sommeil pour rejoindre mes amis qui ont un rythme de vie plus classique. Je vous ai dit que j'avais un petit ami avant, il s'appelle Thomas. C'est un sportif acharné. Il est coach sportif. Malheureusement, nous ne sommes plus ensemble. Mon mode de vie ne lui convenait pas. Nos mondes sont aux antipodes. Alors, on a déjà parlé des horaires décalés, donc c'est-à-dire en fait, Paloma n'a pas des horaires classiques, hein, elle travaille la nuit, et donc ce qu'elle explique ici, c'est que c'est difficile de se faire des amis, c'est pourquoi elle dit ma vie sociale en souffre, c'est-à-dire elle n'a pas souvent l'occasion de voir des amis. Ici, on a des marqueurs temporels comme souvent et parfois. Donc, vous voyez, souvent c'est assez fréquemment et parfois c'est beaucoup plus rare. Hein. Regardez bien les marqueurs temporels présents dans le récit. Alors, on apprend qu'elle avait un petit ami avant, donc c'est quelque chose qui a duré un certain temps. C'est pourquoi nous avons l'imparfait, parce que c'est quelque chose qui durait dans le temps, dans le passé. Néanmoins, quand elle parle de lui, elle dit qu'il s'appelle Thomas, elle prend le présent, ce n'est pas parce qu'ils ont rompu qu'il a changé de prénom. Pareil, lorsqu'elle parle de son travail, il est toujours sportif, il est toujours coach sportif, et elle prend le présent aussi pour parler d'un fait actuel, à savoir qu'ils ne sont plus ensemble, donc sous-entendu, ils sont séparés. Quand elle dit « mon mode de vie ne lui convenait pas », ici on a l'imparfait, convenait à l'imparfait, parce que c'est pas quelque chose de bref à l'époque quand ils étaient ensemble, ça ne lui convenait pas, donc c'était quelque chose qui durait pendant leur relation. En fait, Thomas sans doute n'aimait pas le mode de vie nocturne de Paloma. Et elle utilise d'ailleurs ce très joli mot antipode, nos mondes sont aux antipodes, c'est une expression qui veut dire que nos mondes, nos modes de vie, la façon dont nous travaillons et dont nous vivons sont extrêmement éloignés. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent que les contraires s'attirent, mais souvent, vous savez, quand on est trop différent, la relation ne peut pas durer.
Un soir, ou plutôt un matin, j'ai trouvé l'appartement que nous partagions vide. Il était parti en emportant toutes ses affaires sans rien me dire. La veille, nous avions regardé un film sur le canapé, main dans la main. Il me disait qu'il m'aimait. Et puis, sans prévenir, il a disparu. J'ai essayé de le joindre, mais il m'a bloqué. Sa famille a toujours refusé de me dire où il était. Ce fut un grand traumatisme. Alors ici, on a encore une fois une alternance passé composé et imparfait assez intéressante, puisqu'il y a également la conjugaison à la troisième personne, à la première personne pardon, du pluriel. Nous partagions, donc c'est l'imparfait. Donc pendant le temps où ils ont été en relation, on ne sait pas combien de temps, mais en tout cas ça a duré un certain temps, donc c'est une action qui durait dans le passé. Ils partageaient un appartement, ils vivaient ensemble, et quand elle se rappelle son souvenir, nous avions regardé un film sur le canapé. Eh bien, en fait, elle prend aussi l'imparfait puisqu'elle décrit en fait une action qui a lieu dans le passé, qui a duré un certain temps. C'était pas une action brève terminée au moment où elle se rappelle, c'était une action qui durait. Ils regardaient leur film, main dans la main. Il me disait qu'il m'aimait. Donc là aussi, vous avez vraiment l'imparfait, puisque c'était quelque chose de permanent. Et toutes les actions brèves et terminées, donc j'ai trouvé l'appartement vide, il a disparu, j'ai essayé de le joindre, eh bien, sont au passé composé. Je vais mettre sur le site French Discoveries des exercices où il faudra choisir entre imparfait et passé composé pour vous aider à pratiquer, à essayer de comprendre quand on met le passé composé et quand on met l'imparfait. Là, je vous le dis, mais je pense que le mieux, c'est de pratiquer et de lire ensuite des corrections à l'écrit à tête reposée. C'est jamais pareil lorsqu'on écoute une vidéo d'explication et lorsqu'on fait soi-même ces phrases, c'est un peu différent. Alors, on a un passé simple. Ce fut un grand traumatisme. Alors, le passé simple, c'est le temps du récit, et Paloma nous raconte quelque chose qui n'est d'ailleurs pas très drôle, à savoir que son copain est parti du jour au lendemain, et elle prend donc le passé simple pour raconter qu'elle a été choquée. Alors, vous avez également des marqueurs temporels, hein, puisqu'elle parle de la veille, c'est-à-dire le jour avant la séparation. Et vous avez également, lorsqu'elle dit un soir ou plutôt un matin, vous voyez, on a un article indéfini. Elle ne parle pas de la date exactement, donc elle reste un petit peu floue. Et elle dit qu'elle a essayé de le joindre et que il m'a bloqué, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu le joindre sur son téléphone et sa famille ne voulait pas dire où il était, donc encore une fois imparfait, l'endroit où il était au moment où elle le cherchait. Mon travail m'a sauvée. Je suis obligée de mettre de l'ambiance. Je ne peux pas être triste. Les gens ne paient pas pour pleurer avec moi, mais pour danser jusqu'au bout de la nuit. Travailler le soir a ses avantages. Je ne suis pas à me morfondre sur mon canapé. Cet été, je vais partir en tournée avec Martin, un collègue. Nous allons jouer dans les clubs de la Côte d'Azur. Tiens, le voici justement. Alors ici, on a notre révision de tiens, hein, vous savez, qui marque la surprise et non pas quand on donne quelque chose à quelqu'un. Bien sûr, si je donne quelque chose à quelqu'un, je lui donne un café, je lui dis tiens, prends ton café, mais là, c'est en fait, elle est surprise, donc ça marque la surprise. Alors ici, remarquez qu'après pour, on a les verbes à l'infinitif, l'expression du but après pour, le verbe est à l'infinitif, donc pour pleurer, pour danser. Voilà. Ensuite, je vous ai mis en rose, je ne suis pas à me morfondre. Alors, me morfondre, c'est-à-dire, vous savez, pleurer. Hein, l'équivalent dans les séries américaines, où on voit le personnage avec un pot de crème glacée sur les genoux, en train de pleurer avec une couverture et de regarder un film. Ici, donc voilà, c'est pas du tout le cas. Hein, donc, se morfondre, c'est-à-dire d'être dans un état de désespoir. Elle ne peut pas parce qu'elle doit travailler et que son travail consiste à danser et à faire la fête. Donc, ça permet aussi de se changer les idées.
Et alors on a du futur proche. Je vais partir en tournée avec Martin. Ici, elle nous informe de son planning. Alors même si vous voyez, on est au mois de décembre et donc l'été, on peut imaginer que c'est dans 5-6 mois. Là, Paloma nous communique son planning, donc ses projets à venir. Donc là, elle peut prendre effectivement un futur proche. Et d'ailleurs, elle dit, nous allons jouer dans les clubs de la Côte d'Azur. Donc c'est quelque chose qui est planifié. Et là, elle est vraiment en train de nous parler de son programme en tant que DJ. Et donc, le voici justement. Ici, pourquoi on a justement, ça veut dire, j'étais en train de parler de lui et oh, il arrive. Vous voyez, c'est un adverbe qui, ici, ne veut pas dire que notre cher Martin est quelqu'un de juste, peut-être, hein, je n'en sais rien. Mais j'étais justement en train de parler de lui, je parlais de lui et ah, il apparaît. Vous voyez, c'est un petit peu, souvent comme ça arrive, hein, des synchronicités. Donc ici, voilà, vous avez... pas mal de points de grammaire et on a encore également un passé composé quand elle dit mon travail m'a sauvé, puisque en fait m'a sauvé de quoi? De la dépression, hein. Et maintenant c'est terminé, donc c'est le résultat. Et elle dit je suis obligée de mettre de l'ambiance, donc je suis, vous voyez, verbe au présent, parce qu'elle nous décrit sa routine de DJ. Et effectivement, mettre de l'ambiance, c'est-à-dire il faut qu'elle crée une atmosphère joyeuse, festive. Martin est un très bon DJ, il m'inspire beaucoup. Je vais vous raconter mon quotidien au travail. Vous avez une journée de travail. Moi, j'ai une soirée de travail. Je travaille du jeudi au dimanche soir. Je commence le travail à 19 h, même si la boîte de nuit n'est pas encore ouverte, car je dois préparer plusieurs choses. Je dois veiller à proposer une programmation adaptée aux clients. Je dois créer aussi des interventions, des enchaînements musicaux et m'assurer que le matériel fonctionne. Alors ici, on va forcément avoir beaucoup de présents puisque Paloma nous décrit une habitude, donc des événements qui se répètent et qui sont très fréquents. Et ensuite, elle donne son avis sur Martin, donc elle donne son opinion, elle utilise le présent, elle considère que c'est un bon DJ, donc c'est normal qu'elle prenne le présent. Et ensuite, je vais, vous voyez, donc ici, c'est donc un futur très proche, elle va vous raconter mon quotidien au travail, c'est-à-dire ses journées, tout de suite, elle le fait, c'est imminent. Alors, elle explique qu'elle travaille du jeudi au dimanche soir, ça veut donc dire qu'elle ne travaille pas le lundi, le mardi, le mercredi. Elle dit « je commence le travail », donc le début c'est 19 h. Pourquoi? Elle doit préparer des choses, donc on a encore une fois l'expression de l'obligation « je dois préparer plusieurs choses ». Le verbe « devoir » est conjugué, « je dois », donc le deuxième verbe qui le suit immédiatement est un infinitif, « er », je dois préparer. Vous avez la même chose dans je dois veiller à, donc le verbe veiller, pardon, pourquoi je dis à, veiller à proposer, veiller à, c'est-à-dire m'occuper de faire quelque chose, donc m'occuper de faire quoi? Une programmation adaptée au client. Ici, c'est pas de l'informatique, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle prévoie des morceaux de musique sur lesquels les gens vont danser. Elle doit créer des interventions, c'est-à-dire entre ce qu'on appelle des sets, c'est-à-dire entre de grandes séries de morceaux de musique, eh bien, elle doit parler. Des enchaînements musicaux, c'est-à-dire que par exemple d'une ambiance à une autre, elle doit créer des transitions et s'assurer que le matériel fonctionne. Donc effectivement, elle doit s'occuper également du son et donc voilà pourquoi on a un verbe pronominal m'assurer. Alors ici, c'est pas s'assurer avec un contrat d'assurance, c'est-à-dire dans l'idée de vérifier que le matériel fonctionne. Hein. Voilà, c'est important. Parfois, je ne sais pas quoi dire aux gens. Souvent, j'improvise. Quand je ne travaille pas, je dois régulièrement me tenir au courant des nouvelles tendances musicales. J'adore la musique, donc ce n'est pas une corvée pour moi. C'est génial de découvrir de nouveaux sons. DJ est un métier créatif qui nécessite d'être curieux. Et moi, je suis très curieuse. Il faut aussi être dynamique et avoir une bonne hygiène de vie. Pas d'alcool ou de substances pour moi. J'ai déjà suffisamment de problèmes. Passons.
Alors ici, entre parenthèses, passons, ça veut dire que Paloma, vous avez sans doute remarqué, il y a une zone d'ombre chez Paloma. On ne sait pas pourquoi elle ne peut pas héberger Giulietta. Et quand elle commence à dire « j'ai déjà suffisamment de problèmes », ça veut dire qu'elle a pas mal de problèmes, mais lesquels, puisque elle ne nous en parle pas et elle nous présente plutôt un profil joyeux, même si on a vu que elle a eu une grande déception avec son petit ami Thomas. Il y a un petit mystère quand même autour de Paloma. Vous verrez ça dans les prochains épisodes. Dans cette diapositive, on voit bien l'utilisation du présent parce que, en fait, elle décrit ses habitudes, elle donne son opinion, elle parle d'elle, j'adore la musique, ce n'est pas une corvée pour moi, et elle fait une présentation du métier de DJ. Je vous invite à vous inspirer de cette présentation de métier pour présenter votre propre emploi ou votre métier de rêve, comment vous avez compris quelles sont les tâches de ce métier. Donc, vous voyez, il y a également l'expression de l'obligation quand elle dit « je dois me tenir au courant ». Donc, c'est le verbe devoir, mais elle prend également le verbe falloir. Il faut aussi être dynamique. C'est vrai que le DJ doit quand même avoir de l'énergie, ne serait-ce que pour réussir à travailler la nuit et puis pour aussi inspirer les gens. Personne n'a envie de danser avec un DJ qui serait endormi. Et elle parle d'une bonne hygiène de vie. Effectivement, c'est un métier, beaucoup de personnes jeunes et moins jeunes, mais enfin, il faut quand même être capable de tenir toute la nuit, et c'est pourquoi qu'elle dit qu'elle ne prend absolument rien. Parce que c'est important de garder en fait son énergie pour son travail. Donc ici, on a également des marqueurs temporels, parfois, c'est-à-dire de temps en temps, quand elle doit parler, c'est pas toujours évident d'avoir des idées, d'avoir des interventions avec des personnes. Et elle dit souvent j'improvise, en fait, ça veut dire en fonction de l'état d'esprit du moment, elle va raconter quelque chose, elle n'a pas forcément préparé à l'avance son discours. Il y a cette chanson, Last Night the DJ Saved My Life. Vous connaissez? Moi je me demande qui sauve la vie du DJ. Mais arrêtons les plaintes. Je suis contente de vivre de ma passion. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. En plus d'avoir de la culture musicale, il faut être à l'aise avec les logiciels de musique. Je n'ai pas fait d'école car j'ai tout appris avec mon ancien petit copain, DJ lui aussi. Pour finir, je pense que DJ, on dit aussi animateur musical, je pense que le DJ, on dit aussi animateur musical, doit être polyvalent et bon communicant. Alors ici, je fais une petite parenthèse. Pourquoi je dis en plus? Pourquoi je prononce le S? En fait, on prononce le S quand on veut dire quelque chose qui augmente. C'est-à-dire qu'il faut avoir pas mal de qualités. Paloma nous a dit qu'il fallait être dynamique, mais il faut également avoir de la culture musicale. Et être à l'aise avec les logiciels de musique, alors on peut être à l'aise avec quelqu'un. Ici, elle veut dire qu'il faut être familiarisé, il faut savoir utiliser les logiciels de musique. Et alors, elle dit qu'elle a appris tout avec son ancien petit copain. Alors, vous savez qu'elle en avait un ancien qui était donc coach sportif, et on apprend qu'elle a appris son métier avec un autre garçon qui lui était DJ. Bon, donc on voit qu'elle a une vie sentimentale bien remplie, sans jugement aucun bien sûr, mais on voit bien que le Paloma a eu quand même beaucoup de déceptions dans sa vie, et voilà, c'est peut-être des petits indices pour savoir ce qui va arriver dans les prochains épisodes. Alors, animateur musical, c'est tout simplement une tentative de traduction de DJ, parce que DJ c'est disc jockey, donc c'est un mot anglais, c'est un anglicisme. J'ai fait quelques recherches et on propose la version française animateur musical. On utilise surtout DJ, honnêtement, parce que animateur musical, ça fait penser à une personne qui travaillerait dans une colonie de vacances ou avec des enfants, ou voilà. Donc on utilise principalement DJ, mais j'ai regardé sur une fiche qui présentait le métier, et le terme animateur musical pour lutter contre l'anglicisme était proposé. Bon, même si dans la vie de tous les jours on utilise DJ. Donc le proverbe beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est un proverbe qui veut dire qu'il y a beaucoup de candidats, mais finalement peu de personnes réussissent à atteindre cet objectif. Donc beaucoup de personnes veulent être DJ, et en fait il y en a peu qui peuvent vivre de leur passion.
puisque comme dit Paloma, je suis contente de vivre de ma passion, c'est son unique emploi, donc elle gagne suffisamment d'argent pour vivre à Paris, donc on sous-entend qu'elle est quand même bien payée, bien rémunérée, et bon, voilà, il y a en fait beaucoup de petites choses. Quand elle dit pour finir, vous voyez, c'est une manière d'introduire une conclusion dans laquelle elle parle au présent parce qu'elle va partager son opinion, et son opinion, eh bien, elle pense qu'il faut être polyvalent, ça veut dire être capable de faire plusieurs choses en même temps, et bon communicant, ben, c'est-à-dire d'être capable de communiquer aussi bien avec le public qu'avec les personnes qui éventuellement vont vous proposer des contrats, sachant que le DJ est généralement un intermittent du spectacle. Martin me sourit. Ce soir, nous allons mixer ensemble. Tout le monde voudrait que je sois en couple avec lui. Il me plaît beaucoup. Je crois que je lui plais aussi. Mais pour le moment, je ne peux pas avoir de relation. J'aimerais, mais je ne peux pas. Un jour, peut-être. En attendant, c'est boulot, boulot et encore boulot. Alors ici, un peu de langage familier avec boulot, et nous avons également un futur proche. Nous allons mixer parce que c'est ce soir, donc c'est dans très peu de temps, donc un futur proche, et en plus elle m'informe de son planning. Alors tout le monde voudrait, donc en fait conditionnel, tout le monde souhaite que Paloma et Martin créent un couple, et elle dit il me plaît beaucoup, donc ici au présent, donc elle partage ses émotions, et elle croit voilà, qu'il n'est pas non plus insensible à son charme. Mais on a un présent qui donc montre quelque chose qui est actuel. Paloma ne peut pas avoir de relation. Pourquoi? Alors elle aimerait bien, vous voyez, au conditionnel, mais elle ne peut pas. Un jour peut-être. Et nous ne savons pas pourquoi notre chère Paloma ne peut pas s'autoriser à avoir une relation. Écoutez, on le saura lors du prochain épisode certainement. Et nous voici partis sur une nouvelle série d'exercices qui présentent les indicateurs temporels, adverbes et locutions adverbiales. Alors observez bien, je me couche rarement tôt, j'adore mon métier mais souvent ma vie sociale en souffre. Il n'est pas rare, sa famille a toujours refusé, parfois je sacrifie des heures de sommeil. Parfois, je ne sais pas quoi dire aux gens, souvent j'improvise. Quand je ne travaille pas, je dois régulièrement me tenir au courant. J'ai déjà suffisamment de problèmes. Alors, on a ici des adverbes qui nous permettent de parler du temps, de la fréquence, et en gras, donc qui sont issus du texte que je vous ai lu, et vous devinez qu'on va faire un petit exercice avec cela. Donc, pensez à mettre sur pause. Notre exercice, c'est de réécrire. Alors, vous voyez, exemple, je me couche rarement tôt. Eh bien, on peut réécrire en disant je me couche souvent tardivement, je me couche souvent tard. Alors ici, quelles sont nos phrases? Vous voyez, il n'est pas rare, j'adore mon métier, mais souvent ma vie sociale en souffre. Sa famille a toujours refusé. Je vous laisse regarder les phrases, mettez sur pause et ensuite nous allons voir le corriger sur la diapositive suivante. Et voici le corrigé. Donc vous voyez, il n'est pas rare, on peut le remplacer par souvent, fréquemment, habituellement. J'adore mon métier mais souvent ma vie sociale en souffre. On peut le remplacer par fréquemment, régulièrement. Sa famille a toujours refusé, sa famille refuse tout le temps. On peut dire aussi sa famille refuse en permanence, de tout temps, sa famille a refusé. Quand je ne travaille pas, je dois régulièrement me tenir au courant. Quand je ne travaille pas, je dois fréquemment, souvent me tenir au courant. Un des deux, vous pouvez prendre un des deux. Parfois, je sacrifie des heures de sommeil. Parfois, de temps en temps, à l'occasion, il m'arrive de sacrifier des heures de sommeil. Parfois, je ne sais pas quoi dire aux gens, souvent j'improvise. De temps en temps, je ne sais pas quoi dire aux gens, fréquemment, régulièrement. Presque toujours, j'improvise, vous voyez, à la place de souvent. Et j'ai déjà suffisamment de problèmes. Maintenant, en ce moment, j'ai assez de problèmes. Nous sommes arrivés au terme de la partie dans laquelle j'explique un petit peu les choses. Et donc,
donc nous allons à présent avoir la partie dans laquelle vous pouvez tout simplement accéder au récit sans commentaire pour les gens qui suivent la série. Et nous avons donc une petite page qui présente un petit peu le rappel de vous dire que tous les dimanches à 16 h il y a donc notre épisode, et puis on vous informe également pour ceux qui sont abonnés à la chaîne French Discoveries sur le site internet que vous pouvez recevoir pas mal de choses, des fichiers, voilà, allez regarder, le lien est mis sur le lien vers le site internet, je le mettrai également en commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.